Et nous sommes passés quasiment sans transition d'une perception d'un monde post-historique apaisé à la compétition globale, à un monde de guerre permanente. Parler de culture de combat, c'est aussi provoquer un éveil. Donc je pense qu'il commence à y avoir un éveil des consciences, une prise de conscience en Europe et en France en particulier de ce nouveau monde dans lequel nous sommes entrés, mais nous avons un temps de retard. Nos compétiteurs, nos adversaires sont déjà entrés dans ce monde de la compétition globale. Nous sommes tout juste en train de le comprendre. Cette culture du combat que j'aborde n'est pas qu'une culture du combat militaire. Donc c'est le message de la collection, mais c'est le message de l'environnement dans lequel on est. C'est que le combat peut atteindre, et non pas seulement peut atteindre, mais le combat concerne tous les domaines de l'esprit humain. Savoir que si on veut aboutir à un résultat, et quel que soit le domaine, que ce soit le domaine économique, le domaine culturel, le domaine spirituel, le domaine politique, il faut avoir une vision stratégique, une approche stratégique, et quelque part, une culture du combat propre. Véritablement été pris comme un coup de poignard dans le dos par les Français. Et donc c'est là que je pense qu'il y a eu un réveil des consciences. Nos alliés, certes, restent des alliés en dernier recours, mais ne sont pas des alliés inconditionnels. Alors la France, depuis l'ère des croisades, a toujours fait partie des puissances motrices du monde, qui aujourd'hui encore fait partie des 5 grands conseils de sécurité des Nations Unies. C'est encore un pays qui a des intérêts globaux et qui a également une voix globale, une crédibilité globale, et donc l'exception française est bien sûr due à sa culture du combat particulière. Bonjour, je suis Raphaël Chauvency, je sers comme officier dans l'armée française. Je suis également enseignant à l'école de guerre économique et je travaille sur les problématiques de stratégie, de géopolitique, les nouvelles conflictualités également depuis un certain nombre d'années. Et c'est par ces sujets d'intérêt que j'en suis venu à prendre la direction de la collection Culture de combat chez VA Éditions. Merci Raphaël. Donc effectivement, vous connaissez déjà majoritairement, grâce à votre livre, Les nouveaux visages de la guerre, qui a été donc lauréat du prix de la plume et l'épée en 2022. Vous avez également récemment sorti Vaincre sans violence. Et donc là, vous lancez cette nouvelle collection sur la culture du combat. Alors pourquoi cette collection et quelles sont les spécificités de votre nouvelle collection? Alors cette collection répond à un angle mort et cherche à l'éclairer. Cet angle mort, c'est une approche des civilisations, une approche de l'analyse de nos partenaires, rivaux, compétiteurs, qui ne se fasse pas sous un angle uniquement historique, ou sur un angle culturel, ou sur un angle, j'allais dire, stratégique à court terme. C'est essayer d'avoir une intelligence et une compréhension sur le long terme de ce qui fait la spécificité de chacun des acteurs de la compétition globale aujourd'hui. Et alors, il y a plusieurs buts. Le but, c'est de comprendre aussi bien l'allié que l'adversaire, mais également de pouvoir nous nourrir de cette culture de combat qui en fait est leur ethos, leur manière d'être, leur manière d'appréhender la conflictualité, leur manière de défendre leurs intérêts, soit avec nous quand nos intérêts se recoupent, soit contre nous lorsque nos intérêts s'opposent. Et donc, nous avons énormément de leçons à en tirer pour mieux comprendre l'autre, mais également pour faire évoluer nos propres modes d'action. Donc j'ai conçu cette collection, non pas seulement comme une collection pour la culture d'homme du monde de chacun, mais comme un véritable outil de combat. Et cette collection, évidemment, elle se base majoritairement sur les auteurs que vous choisissez très soigneusement. Comment vous faites pour repérer les bons auteurs, pour repérer ces combattants de la pensée, si je puis dire? Eh bien, je ne cherche pas de théoriciens. Et je ne cherche pas de personnes qui finalement ont le nez sur l'objectif en étant que des praticiens. Donc finalement, les auteurs de la collection sont des moutons à 5 pattes, ou alors des personnes, si on veut être un petit peu moins triviaux, des personnes qui vont être capables de concilier une compréhension de l'intérieur de leur sujet. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a étudié le sujet que de manière théorique n'écrira pas dans cette collection. Capable de concilier donc une vision de l'intérieur, et également de dégager les lignes rouges, de dégager une intelligence stratégique du sujet qu'ils vont aborder. Donc le mot combat que vous avez choisi dérange quand même beaucoup. Pourtant là vous en faites vraiment le pivot évidemment central de votre collection. Pourquoi aujourd'hui, en 2025, avec tout ce qui se passe, ça vous semblait important de parler de manière très frontale? Parce que le mot combat dérange. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. Nous avons été bercés en Europe ces dernières décennies par le mythe de la fin de l'histoire. Nous avons cru que l'Europe était en pointe de la fin de l'histoire, de la fin des rivalités de puissance, et que quelque part, elle pouvait se passer d'une vision stratégique, rentrer au port, et se préparer à être un espace qui s'élargirait à l'ensemble du monde, ce fameux village global dont nous avons rêvé, et où les conflictualités seraient une simple concurrence, qui serait principalement une concurrence économique, qui quelque part serait saine en provoquant une forme d'émulation.
eh bien, le réveil a été très brutal, avec différents événements, dont le Covid-19 et dont la guerre en Ukraine, qui en fait ont marqué un retour brutal de l'histoire, et nous sommes passés quasiment sans transition d'une perception d'un monde post-historique apaisé à la compétition globale, à un monde de guerre permanente. Justement, donc là, vous parlez de compétition globale. Vous en parlez d'ailleurs dans votre mot qui introduit chaque ouvrage de votre collection. Compétition globale parce qu'on a les menaces chinoises à Taïwan, les ambitions turques, les tensions indo-pacifiques et autres. Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment rentré dans une ère de la confrontation ? Alors, une ère de compétition globale, pas forcément une ère de confrontation. Ce que je veux dire par là, c'est que cette compétition va pas forcément se traduire en rivalité ouverte, cinétique, militaire. Donc on peut voir un choc aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine par exemple, mais le choc est très violent également entre la Russie et la France par exemple, sans employer, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, sans employer le feu. En revanche, cette confrontation se fait dans le domaine informationnel, dans le domaine culturel, dans le domaine des valeurs, dans le domaine des perceptions, dans le domaine économique, dans le domaine même des infrastructures, où on a vu des atteintes aux infrastructures européennes en règle générale et françaises en particulier par les Russes. Là, aujourd'hui, comme le disaient les auteurs de La guerre hors limite, deux auteurs chinois de La guerre hors limite, livre de la fin des années 1990, qui a marqué le début d'une bascule, aujourd'hui, plus aucun domaine de l'esprit humain n'échappera à la compétition globale. C'est-à-dire que même dans les domaines les plus intimes, les domaines psychologiques les plus intimes, sont aujourd'hui des cibles. Je vais vous donner un exemple en Bretagne, nous avons nos bateaux sous-marins nucléaires, eh bien la proportion de Chinoises jeunes et jolies étudiantes en Bretagne, dans la région, est très largement supérieure à la moyenne de la France, et le nombre de mariages avec ces Chinoises est très important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de belles histoires d'amour, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de belles rencontres, bien évidemment. Ça veut dire que aussi, dans le tas, eh bien, il peut y avoir certaines tentatives, en tout cas, de compromission ou d'infiltration. Plus aucun domaine, même le domaine le plus intime de l'homme, n'est à l'abri de la compétition globale. Est-ce que cette compétition globale, historiquement, on l'a déjà vécue à un moment ? À un tel degré, non. Donc oui, il y a eu des rivalités, mais c'était des rivalités de puissance qui étaient plus des rivalités étatiques, d'État à État. Ce qui s'en rapprocherait le plus, bien évidemment, serait la période de la guerre froide, où effectivement nous avions une rivalité entre deux blocs, une rivalité qui était militaire, en tout cas par proxy interposé. On pourrait retrouver aujourd'hui la même chose dans certains territoires, où il y avait une rivalité de valeurs également qui était très très forte, une rivalité économique qui était très forte. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement d'une société de l'information, les esprits collectifs, mais les esprits individuels sont partie prenante de cette guerre qui s'adresse non seulement aux États, aux institutions, aux individus, mais aux sociétés mêmes. Et c'est pour ça qu'on a pu parler de guerre par le milieu social. Le milieu social n'est même plus une cible. Le milieu social est utilisé par lui-même pour provoquer de l'intérieur la dislocation ou l'affaiblissement de la cible. Est-ce que votre collection, donc Culture du combat, c'est pas aussi un petit message d'alerte en disant attention, la diplomatie occidentale, elle est assez douce, c'est pas le cas de tout le monde, il y en a, ils ont une logique de bras de fer. Est-ce que vous voulez informer ? Bien sûr. La culture du combat, parler de culture du combat, c'est aussi provoquer un éveil. Donc je pense qu'il commence à y avoir un éveil des consciences, une prise de conscience en Europe et en France en particulier, de ce nouveau monde dans lequel nous sommes entrés, mais nous avons un temps de retard. Nos compétiteurs, nos adversaires sont déjà entrés dans ce monde de la compétition globale. Nous sommes tout juste en train de le comprendre. Et j'espère que cette collection contribuera à éveiller les consciences, à faire prendre conscience à nos concitoyens qu'aujourd'hui, eh bien, le citoyen d'une grande démocratie doit adopter cette posture de combattant, parce que si nous voulons défendre nos intérêts, mais aussi nos valeurs, notre mode de vie, eh bien, nous devons apprendre à nous battre. Apprendre également que le combat n'est pas quelque chose de mal, quelque chose que nous avons eu tendance à rejeter toujours dans cette idée de village global et de fin d'histoire. Le combat, c'est la source, quelque part, de la citoyenneté. Le citoyen, c'est celui qui se bat. Le citoyen, c'est celui qui se bat justement pour le collectif. Et si on regarde dans toutes les civilisations du monde, l'esclave n'avait pas le droit de se battre. Celui qui se bat, c'est le citoyen qui se bat pour un collectif.
Et justement, donc votre collection, enfin de manière assez étonnante, vous la commencez donc pas en parlant de ce qu'on pourrait s'attendre quand on parle de combat, c'est-à-dire vous parlez pas d'armée, vous parlez pas d'État, mais vous commencez cette collection avec un ouvrage sur l'Église catholique, donc rédigé par Jean-Baptiste Noé. C'est quoi ces combats, enfin de l'Église catholique? C'est quoi sa culture du combat? Alors, pourquoi avoir commencé par la culture du combat de l'Église catholique, ce qui peut surprendre, voire choquer, puisque c'est sans doute une des institutions qu'on imagine le moins comme étant une institution combattante, eh bien c'était pour bien faire passer un message. Cette culture du combat que j'aborde n'est pas qu'une culture du combat militaire. Donc c'est le message de la collection, mais c'est le message de l'environnement dans lequel on est. C'est que le combat peut atteindre, et non pas seulement peut atteindre, mais le combat concerne tous les domaines de l'esprit humain. Et même l'Église catholique a mené des combats dans tous les domaines. Alors le combat spirituel, il y a un combat spirituel qui va être un combat plus individuel. Sur l'aspect plus social, qu'on va analyser de manière plus stratégique et plus froide, l'Église catholique a réussi à formater une partie du monde contemporain. L'idée de droit international, l'idée de régulation des conflits armés, ça, ce sont des idées qui sont venues de l'Église catholique à l'origine. Et c'est elle qui a réussi finalement à les faire passer dans la société et même à les faire passer dans l'ordre international. Et bien ça ne s'est pas fait, si j'ose dire, en parlant de l'Église catholique, par l'opération du Saint-Esprit, en tout cas pas seulement. Ça s'est fait parce que l'Église a su porter ces idées, a su porter ces valeurs, et pas n'importe comment. Donc l'idée d'une Église qui serait une espèce de super ONG est une idée fausse et qui participe aux illusions du temps. Et donc, en commençant la collection par ce volume, eh bien, j'ai voulu montrer que nous allions chercher à casser ces illusions et à revenir non pas à un monde désabusé, mais à une vision réelle et réaliste de ce que sont les rapports sociaux, les rapports stratégiques, et même la défense des valeurs ou des croyances des uns et des autres. Sans oublier qu'en plus, évidemment, là, les religions, depuis quelques années, reviennent de plus en plus dans la conflictualité. Oui, tout à fait. Alors, avec des manières de faire différentes, puisque certaines religions ne vont pas hésiter à employer le sabre, d'autres seront plus réticentes, mais on est dans une société qui voit le réveil des religions, le réveil des croyances, et également le réveil des croyances politiques, le réveil des idéologies. On est vraiment dans un monde de croyances, qu'elles soient religieuses ou pas. Et chacune va chercher à avancer, non pas simplement de manière passive, mais de manière extrêmement active, de manière construite et avec une vision stratégique. Savoir que si on veut aboutir à un résultat, et quel que soit le domaine, que ce soit le domaine économique, le domaine culturel, le domaine spirituel, le domaine politique, il faut avoir une vision stratégique, une approche stratégique et quelque part une culture du combat propre. Décidément. Vous en avez parlé juste avant. L'objectif de votre collection, c'est de nous faire comprendre les affrontements idéologiques contemporains, pour reprendre vos termes? Pas seulement. Pas seulement, c'est de nous faire comprendre qu'on est dans un monde de conflictualité. C'est de faire comprendre au lecteur que quelque part, plus rien n'est vraiment neutre. Aujourd'hui, acheter un produit, c'est pas un acte neutre. Aujourd'hui, les comportements ne sont pas des actes neutres. On peut parler de prière de rue ou autre. Plus rien n'est neutre. Et c'est la difficulté, c'est à la fois l'intérêt dans une société qui est passionnante, c'est à la fois son aspect le plus dramatique peut-être, c'est que jamais l'être humain n'a été pris dans une telle toile de conflictualité générale. Mais encore faut-il le comprendre, c'est très bien de parler de démocratie, de parler de liberté, de parler de valeurs, mais si on n'est pas capable d'exercer notre liberté politique, si on n'est pas capable de comprendre ce que sont ces valeurs et de les défendre, c'est-à-dire de se battre pour, et se battre ne veut pas dire forcément se battre physiquement, mais se battre dans tous les domaines, eh bien ces valeurs ne seront plus que des mots. Donc en fait, cette collection, c'est un peu la suite de vos combats intellectuels que vous avez déjà menés à travers vos précédents écrits. Oui, je la vois tout à fait dans le prolongement donc des études que j'ai pu mener sur les nouveaux visages de la guerre, où j'abordais ces questions-là, sur Vaincre sans violence, donc le manuel d'influence et des guerres de l'information que je viens de faire paraître. Eh bien, cette approche, j'ai voulu élargir. Nous avons en France beaucoup d'auteurs qui sont capables d'aborder ces sujets-là dans des cultures différentes, avec des approches différentes, et on est toujours dans cette optique de réarmement moral de la population française, de nos citoyens, en essayant à la fois de les avertir, de les éveiller, et aussi de leur donner des outils intellectuels. Vous parlez d'avertir, donner des outils intellectuels, etc. En fait, vos ouvrages, ils nous permettent, de ce qu'on peut voir pour les premiers, de nous ouvrir
aux autres cultures de manière générale, sans naïveté évidemment, parce que vous avertissez, comme vous le dites. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit tout accepter, je pense notamment aux grosses puissances comme la Chine, la Russie, etc., et même certains alliés maintenant, qui adoptent vraiment une posture mais fondamentalement concurrentielle et même hostile. Oui. Est-ce que voilà, le fait d'en parler autant, on ne tombe pas dans la banalisation de ce qui se passe? Non, c'est dans la compréhension. Par exemple, une illusion française a été celle des alliances inconditionnelles. Les Français ont cru aux alliances inconditionnelles, avec une certaine naïveté si on veut. Le réveil, notamment vis-à-vis de nos alliés anglo-saxons, ça a été l'affaire AUKUS, donc dans l'Indo-Pacifique. Je ne sais pas si nos auditeurs s'en souviennent, mais la France devait vendre des sous-marins à l'Australie, avait également été sur le point de signer des accords stratégiques, avait préparé toute sa trame stratégique, notamment dans le sud de l'océan Pacifique, et nos amis anglo-saxons nous ont planté un coup de poignard dans le dos en réussissant à détruire, à casser ce contrat, à le remplacer par la fourniture de sous-marins nucléaires américains et britanniques, et en fait à détruire tout ce que nous avions construit. Et donc ça a véritablement été pris comme un coup de poignard dans le dos par les Français. Et donc c'est là que je pense qu'il y a eu un réveil des consciences. Nos alliés, certes, restent des alliés en dernier recours, mais ne sont pas des alliés inconditionnels. Donc effectivement, c'est dur, ce que je veux dire, mais il faut savoir travailler avec ses alliés, et travailler en confiance, mais de manière contractuelle, en fonction des domaines, tout en sachant qu'un allié dans un domaine est également un compétiteur dans un autre. Donc là, on vient de parler de l'Angleterre, on a cité la Chine, la Russie, etc. Votre second volume de votre collection, lui, va se pencher sur l'Amérique latine. Tout à fait. Donc un continent avec une histoire folle, hein, qui a évidemment connu la guérilla, le début de l'influence américaine très conséquent chez eux. Pourquoi ce territoire, on doit l'étudier plus, parce qu'on le fait très peu en fait chez nous, pourquoi on doit l'étudier plus, et est-ce qu'il est vraiment une clé pour comprendre la culture du combat aussi de manière générale? Oui, alors la culture du combat en Amérique du Sud est très peu connue en France, et pourtant elle est absolument passionnante. C'est l'ouvrage qui va sortir, parle de la culture du combat de l'Amérique espagnole, donc en gros quelque part jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et montre comment les Espagnols, qui étaient très peu nombreux, ont réussi à subjuguer le continent, comment est-ce qu'ils ont réussi finalement à maintenir leur domination pendant plusieurs siècles, comment les Anglo-Saxons et notamment les Britanniques, par la suite au XIXe siècle, ont réussi sans violence, c'est-à-dire sans invasion militaire directe, à renverser cette tendance et finalement à assurer leur domination, principalement économique, sur le continent. Et les leçons de ce livre sont innombrables. Je pense que n'importe quel stratège, n'importe quel dirigeant devrait le lire, puisqu'on voit et déjà, encore une fois, avec une profondeur historique très importante, une approche de la guerre informationnelle, une approche de l'influence. Et l'influence, c'est par les structures, j'ai parlé tout à l'heure de structures sociales, la mise en place de structures sociales qui vont permettre de créer une société nouvelle qui va assurer, quelque part, la domination de la métropole espagnole, mais également créer de nouveaux réseaux, créer de nouvelles communautés d'intérêt, créer finalement tout un nouvel espace qui va se tenir lui-même en équilibre parce qu'il ne tiendra pas du fait d'une puissance extérieure, mais qu'il tiendra par lui-même. Jusqu'au moment où, des bouleversements en Europe, notamment la guerre napoléonienne, et puis l'action des Anglais, va bouleverser cet équilibre pour en proposer un autre qui sera très intéressant à étudier également. Et est-ce que donc nous, en tant que Français, nos dirigeants par exemple, peuvent tirer des leçons de l'Amérique latine concernant principalement, comme vous l'avez dit, les questions de manipulation et d'influence informationnelle? Oui, et l'Amérique latine est très intéressante puisque finalement on voit que l'Amérique latine est un continent où la conflictualité était quasi permanente, mais c'est un continent également qui n'a pas connu les grandes guerres que nous avons pu connaître en Europe, ou même que l'Amérique du Nord a connu avec la guerre de sécession. Les conflits armés n'ont jamais atteint une telle intensité. Et donc sur la lutte subversive, sur les luttes hybrides, sur les luttes informationnelles, sur les luttes sociales, il y a énormément de leçons à tirer de l'Amérique latine. Donc de manière générale, votre collection nous permet de mieux lire les autres, si je puis dire, de mieux comprendre leur logique, leur récit, mais c'est aussi un outil pour nous pour nous aider à résister, à riposter, à exister dans un monde de plus en plus conflictuel.
Tout à fait. Lorsque j'ai parlé d'outils de combat, je le pensais sincèrement, on est bien sur un outil de combat intellectuel. Il s'agit bien pour le lecteur de comprendre l'autre, mais de le comprendre pas simplement dans un cadre d'homme du monde, de le comprendre comme pouvant être un allié, un partenaire ou un adversaire. C'est de se mettre à sa place, de le comprendre de l'intérieur, et c'est ça l'interculturalité, c'est pas trouver forcément que l'autre est sympathique, c'est savoir se mettre dans sa tête, savoir adopter sa vision du monde, ses grilles de lecture, ses prismes de lecture, les croyances qui vont orienter ses décisions. Et c'est également une manière, nous, de nous remettre en cause pour faire évoluer nos propres cultures du combat. Et c'est pas prévu pour le moment, ça arrivera peut-être. Est-ce que la France, elle a une culture du combat? Bien sûr. Bien sûr, la France a une culture du combat, donc ce sera sans doute le thème d'un ouvrage de la collection qui arrivera un petit peu plus tard. Et est-ce qu'elle a une culture du combat qui peut rivaliser avec certains autres? Est-ce qu'on se positionne bien? Alors la France, depuis l'ère des croisades, a toujours fait partie des puissances motrices du monde. Donc la France a eu un statut particulier, on parle de l'exception française. Effectivement, c'est un pays qui, depuis 1000 ans, est un pays qui compte, qui aujourd'hui encore fait partie des 5 grands au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est encore un pays qui a des intérêts globaux, et qui a également une voix globale, une crédibilité globale, et donc l'exception française est bien sûr due à sa culture du combat particulière, qui mériterait un livre qui viendra prochainement. Et même question pour l'Europe, évidemment. Est-ce que l'Europe a une vraie culture du combat? Est-ce que on peut encore espérer d'ailleurs un renouvellement de cette culture du combat avec nos alliés qui ne le sont plus vraiment en termes économiques, tout du moins? Est-ce qu'il y a du changement par rapport à ça? Nos alliés qui restent nos alliés, attention, j'ai dit qu'il faut être des compétiteurs, ils restent nos alliés et fondamentalement, face à des menaces comme la menace russe ou face à certaines menaces économiques fortes comme la menace américaine, même s'il est difficile d'accorder les violons, il y a quand même quelques grandes lignes de convergence. L'Europe comme perçue comme un tout, n'a pas de culture de combat, parce que l'Europe perçue comme un tout n'existe pas. L'Europe est constituée de nations. En revanche, l'addition des différentes cultures du combat, françaises, britanniques, germaniques et autres, espagnoles et autres, effectivement, peut constituer un atout absolument fantastique. Et je pense que dans un monde multipolaire comme le nôtre, cette addition de puissances moyennes capable d'avoir des convergences stratégiques dans certains domaines représente une force, parce qu'elle représente une souplesse bien plus importante que finalement les gros États monolithiques. La Chine est un géant, bien évidemment, mais un géant qui a ses propres faiblesses, et sa faiblesse, c'est justement sa masse et c'est son poids. Et ne pas oublier que dans l'histoire, dans les cycles historiques, on voit bien des moments où effectivement les empires dominent, et d'autres moments où sont plutôt les puissances moyennes qui vont trouver toute leur place. Et je pense qu'on arrive dans un monde multipolaire qui va demander plus de souplesse, qui va demander plus de réactivité, qui va demander plus de capacité d'adaptation. Et ça, eh bien, l'Europe telle qu'elle se conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire des nations qui disposent de leur souplesse nationale, mais qui ont conscience également d'avoir des intérêts communs, qui sont en train de transformer l'Union européenne, qui était peut-être une forme d'utopie libérale en un outil stratégique au profit des nations, eh bien cette Europe peut parfaitement retrouver toute sa place dans le monde qui vient, et j'allais dire compenser peut-être les reculs qu'elle a subis ces dernières années pour défendre ses intérêts et défendre ses valeurs. Vous êtes directeur de la collection, vous envisagez peut-être d'écrire un ouvrage dans cette collection? Probablement. Sur un sujet particulier? Alors, je verrai à terme. D'accord, c'est bien noté. Et donc, de manière générale, donc par rapport à votre collection, et pour conclure, on a dit plein de choses. On voit que c'est très chargé. Il y a une énorme ambition dans cette collection. Mais si vous deviez résumer en une seule idée ce que le lecteur va gagner en lisant ces livres, qu'est-ce que ce serait? C'est quoi l'idée principale, l'ambition première pour le lecteur? L'ambition première pour le lecteur, c'est de réussir à changer sa vision. Réussir à se mettre dans la tête d'une autre culture de combat, réussir à adopter un autre regard. En adoptant un autre regard, c'est-à-dire qu'il est capable de désaxer son approche. En désaxant son approche, il est capable de sortir de ses certitudes, il est capable de sortir de ses préjugés également, ce qui donne une capacité de réaction, une capacité de créativité et une capacité finalement d'efficacité au combat bien supérieure. C'est bien noté. Merci Raphaël. Merci beaucoup.